À la naissance de leur fille, il y a 35 ans, les parents de Kim Knebel ignoraient qu'ils étaient tous deux porteurs sains d'une maladie génétique rare. Kim avait un risque sur 4 d'hériter des 2 copies de leur gène défectueux. Cette maladie, c'est l'amyotrophie spinale infantile, plus connue sous l'acronyme SMA. Elle provoque une atrophie des muscles. C'était notre premier enfant, on ne pouvait pas savoir. Et puis au moment où elle aurait dû s'asseoir, là, elle ne s'était pas assise. Donc on s'est dit qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et c'est comme ça, de fil en aiguille, qu'on a pu arriver à un diagnostic pour dire qu'elle avait une maladie neuromusculaire. Kim avait un peu moins d'1 an. Et effectivement, suite à une biopsie, le diagnostic est tombé, donc amyotrophie spinale infantile, maladie rare, touche une personne sur 10 000 environ. Et puis surtout, peu d'espoir, à dire de médecins à l'époque, dans le sens où l'espérance de vie était limitée, vraisemblablement quelques années seulement, avec le conseil d'avoir un autre enfant, en fait, si on voulait assumer notre rôle de parents. Pour les médecins, leur fille était condamnée. On ne savait pas grand-chose des mécanismes neuromusculaires de cette maladie dégénérative, sinon que les enfants atteints mouraient avant leur 2e anniversaire. Des enfants que l'on voyait bouger de moins en moins, qui ne parvenaient plus à déglutir pour se nourrir et qui, au stade ultime, n'arrivaient plus à respirer. Ce que l'on ignorait à l'époque, c'est qu'il existe 3 stades de la maladie. Le degré 1 est fatal, le degré 2, c'est celui qui atteint Kim. Le degré 3 peut être très léger et ne se manifester que par quelques faiblesses à l'âge adulte. Les motoneurones, ou neurones moteurs, ce sont ces cellules nerveuses de la moelle épinière qui servent de relais entre notre cerveau et nos muscles. Pour fonctionner correctement, ils ont besoin d'une protéine. La protéine SMN, c'est l'acronyme de survie des motoneurones. Ce sont des gènes très spécifiques de notre ADN qui sont impliqués dans la production des protéines SMN. L'amyotrophie spinale est due à une mutation. La protéine SMN n'est plus exprimée, ou alors en quantité insuffisante. Sans cette protéine de survie, les motoneurones meurent. Comme ils ne sont plus là pour servir de relais aux impulsions électriques du cerveau vers les muscles, ces derniers ne sont plus stimulés et s'atrophient. Comme pour de nombreuses maladies orphelines, il n'y avait aucun traitement. Et puis, il y a 4 ans, l'arrivée de nouveaux médicaments a tout changé pour les bébés et suscité de l'espoir chez les patients adultes. Il y a d'abord eu le Spinraza de la société Biogen, approuvé par Swissmedic en 2018. En préservant les motoneurones encore fonctionnels, il sauve la vie des bébés atteints. Seulement, il faut injecter le produit par ponction lombaire dans le liquide spinal de la colonne vertébrale. Un traitement lourd qu'il faut renouveler tous les 4 mois et durant toute la vie. Son prix, 240 000 francs par an, soit 2 400 000 francs tous les 10 ans. Puis, en 2020, une thérapie génique innovante a fait une entrée fracassante sur le marché, le Zolgensma. Son originalité, une injection unique. Grâce à un vecteur viral, il apporte directement au cœur des cellules un brin d'ADN qui va rester là et faire le travail à la place du gène défectueux pour produire la fameuse protéine SMN. Fabriqué par Novartis, son prix de vente fait scandale. Une piqûre à 2 100 000 francs. Un an plus tard, en 2021, Roche fait encore plus fort dans la surenchère des prix avec l'Evrysdi, un médicament à prendre tous les jours. Il s'agit d'un sirop au goût de fraise, le plus onéreux du monde, environ 300 000 francs par an, soit 3 millions de francs tous les 10 ans. David Jacquier est pédiatre au CHUV et spécialiste des maladies neuromusculaires. On a peu de recul encore. Qu'est-ce qui se passera au bout de 12, 20 ans à voir. Mais donc, on a quand même suffisamment de recul actuellement pour dire que les 3 sont comparables. On sait que pour l'amyotrophie spinale de type 1, donc la forme la plus fréquente, mais aussi la plus sévère, celle qui se déclare dans les 6 premiers mois de vie, la perte de motoneurones, elle survient déjà in utero, pendant la grossesse, notamment dans le 3e trimestre de la grossesse. On perd déjà des motoneurones.
On ne peut pas le chiffrer combien, mais prenons l'exemple qu'il a perdu 50% de ses motoneurones. Et puis, il se présente avec un certain nombre de symptômes. Quand on met le médicament, un des trois, en place, ce qu'on vise, c'est d'arrêter le processus de perte de motoneurones. La seule certitude, c'est qu'il faut aller très très vite. Plus le traitement est précoce, plus il protégera ce stock de motoneurones restants. Encore faut-il que les pédiatres pensent à cette pathologie tellement rare qu'ils pourraient bien ne jamais en voir une seule de toute leur carrière. C'est dans ce cabinet pédiatrique au cœur de Morat que Janine Simel-Bula a emmené Jonas pour un contrôle après sa naissance. C'était il y a 2 ans, alors qu'il n'était encore qu'un tout petit nourrisson. La toute première consultation, c'était le contrôle d'il y a 1 mois. Et puis là, en fait, on avait un contrôle qui était tout à fait normal pour cet âge-là. Il n'y avait rien qui frappait. Ensuite, on l'a revu 4 semaines plus tard. Et ce qui frappait, c'est que Jonas, il ne bougeait pratiquement, il ne bougeait plus les jambes. Il était un peu comme une petite grenouille affaissée sur la table allongée. Et quand on levait sa jambe, plop, elle retombait sans aucune force. Je leur avais dit qu'il y avait quelque chose qui me frappait dans le développement musculaire de l'enfant, qu'il avait une hypotonie. Et je pense qu'eux-mêmes, ils suspectaient déjà qu'il y a quelque chose qui ne jouait pas. Mais c'est clair que pour eux, c'était terrible de savoir qu'il y a quelque chose qui ne marche, qui ne joue pas avec mon enfant, puis qu'on doit aller directement aux urgences. Marina Zurcher a le bon réflexe. Saisie d'un terrible doute, elle conseille aux parents de se rendre immédiatement à l'hôpital de Lille, à Berne, avec Jonas. Nous deux, mon mari et moi, on était un petit peu choqués qu'on est maintenant dans l'urgence pour un truc qu'on a pensé, peut-être c'est quelque chose qui n'est pas si mal, si grave. Au début, on tombe dans un trou. Après le choc, c'est un tourbillon infernal qui s'enclenche pour les jeunes parents. On a donné du sang, enfin, Jonas a donné du sang. Ils l'ont envoyé, je crois, en Hollande pour faire des investigations génétiques. Et ensuite, on a dû dormir dessus. On a dû attendre 3 jours pour avoir la réponse définitive. Ce sont 3 jours qui ont duré une éternité. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, avec Internet, on ne peut pas s'empêcher d'aller voir de quoi il s'agit. Et c'est très choquant et angoissant. Lundi, ils ont téléphoné pour dire que c'est SMA. Ouais. À partir de là, c'est une pédiatre spécialiste de cette maladie qui va s'occuper de Jonas. Andrea Klein a elle aussi joué un rôle crucial dans la rapidité avec laquelle le petit garçon a pu bénéficier d'un médicament. On est en 2020. Le Spinraza est déjà approuvé en Suisse, mais pas le Zolgensma. Par contre, il est sur le marché aux États-Unis. La pédiatre va entamer une course contre la montre pour obtenir les résultats des différents tests du bébé et faire venir le médicament à Berne. Jonas est arrivé un vendredi après-midi aux urgences. Et pour nous, vu la présentation de l'enfant, ça a tout de suite été clair que c'était une amyotrophie spinale infantile. Il ne bougeait presque plus, il avait du mal à respirer, à déglutir. Le lundi déjà, on a eu les résultats des tests génétiques parce qu'on a insisté auprès du labo et ils ont pu nous donner les résultats en 24 heures au lieu des 2 semaines habituelles, alors que c'était le week-end en plus. Et grâce à ça, on a pu discuter avec les parents le lundi soir déjà par visioconférence. C'est vraiment pas facile. Il a fallu que les parents comprennent ce que c'est cette maladie dont ils n'avaient jamais entendu parler, les différents traitements possibles. À l'époque, il y en avait 2, le Spinraza et le Zolgensma.
Et puis aussi leur expliquer leur mode d'action, leur forme d'administration, les risques. Tout ça, c'est pas évident à comprendre et à digérer, en particulier quand on est en état de choc. Et puis, en même temps, il a fallu aller très vite pour déclarer le cas à l'assurance invalidité. Et l'AI de Fribourg a été incroyablement rapide et a donné son feu vert pour rembourser soit l'un soit l'autre médicament, ce qui fait que les parents ont eu le choix. Elle a dit qu'il y a des possibilités, mais il y a aussi la possibilité de faire rien du tout. C'est ça qu'elle a dit. Elle a aussi, si on décide de faire ce chemin-là, elle nous donne la palliative, la proposition palliative. Et pour nous, les deux, c'était tout de suite clair qu'on fera quelque chose. C'était clair. Les parents optent pour le Zolgensma. Mais avant d'injecter un médicament qui coûte plus de 2 millions de francs, Andrea Klein a dû s'assurer que le foie du bébé était suffisamment sain pour supporter le traitement. Il a fallu aussi vérifier que l'enfant n'avait pas d'anticorps contre le vecteur viral, car souvenez-vous, c'est un virus désactivé qui apporte le gène de correction dans les cellules. Si le système immunitaire du bébé le détruit, tout est perdu. Heureusement, Jonas n'a pas développé d'anticorps contre ce vecteur viral. Le petit garçon sera un des premiers en Suisse à recevoir l'injection. Et chez lui, le médicament a eu des effets très visibles. Sa maman a filmé les progrès. Super, nimmst du es mit vorne? Und das andere, geht auch? Ja. Ja, bravo! Achtung! Reste qu'il n'y a pas de miracle. Jonas doit porter des orthèses et il doit continuer à faire de la physiothérapie intensive. Au tout début, comme il n'avait pas de force du tout au niveau du tronc, il développait une scoliose. Donc il a aussi eu besoin de porter un corset pour pas que le rachis se déforme déjà comme ça tôt. Mais maintenant, on voit que la musculature au niveau du tronc est de nouveau capable de maintenir la colonne alignée. Donc là, il a ce problème qui était aperçu au début, il l'a déjà laissé derrière lui. Souvent, dans notre métier, on a plutôt, chez les maladies neurologiques par exemple, on est plutôt là pour maintenir la situation actuelle, pour pas que ça s'empire, pour pas que les raccourcissements empêchent des mouvements, etc. Mais chez lui, on voit vraiment que ça s'améliore de semaine en semaine. Et ça fait beaucoup de plaisir et beaucoup de satisfaction. Vous pensez qu'il marchera? Oui. Oui. 4 mois après cette interview, la maman de Jonas nous a envoyé ces images. Chez Kim Knebel, la maladie avance lentement. Elle grignote le peu de muscles qui lui restent. Elle ne peut plus piloter sa chaise avec la main comme elle le faisait il y a encore quelques années. Elle est obligée de le faire avec son menton. Bien. Tournez à gauche. Voilà. Maintenant, on tourne de l'autre côté. Aujourd'hui, elle a rendez-vous pour des tests qui serviront de référence. Encore. Oui. Ouais, bien. Oui, voilà. Ouais. Son assurance a accepté de prendre provisoirement en charge le médicament, à condition qu'il ait des effets mesurables.
Alors j'espère regagner un petit peu de musculature, surtout au niveau de la langue, la mâchoire, la gorge, pour pouvoir mieux déglutir, peut-être mieux prononcer certaines syllabes. Et aussi, j'espère pouvoir retrouver un petit peu de force dans les mains pour pouvoir mieux conduire mon fauteuil ou voilà, ce genre de petits gestes que j'ai perdus ou alors voilà, qui sont très faibles. J'espère pouvoir regagner un petit peu de force à ce niveau-là. Peut-être. Comme sa collègue physiothérapeute, le neurologue a dû mettre sur pied des tests adaptés au handicap de Kim. Il faut aussi mesurer l'influx nerveux qui subsiste entre son cerveau et ses muscles, ainsi que la force résiduelle des quelques muscles qui fonctionnent encore. Et doucement aussi au départ. Je comprends, oui, toujours, je pense. Ensuite, des tests en pneumologie vont mesurer son souffle. Oui, respirez normalement. Et 7. Bon, ben voilà. C'est vraiment 7, hein? Ouais. Alors là... On fait des tests qui permettent de voir dans quelle mesure le poumon peut s'expandre et se vider de façon normale, et puis dans quelle mesure ces muscles permettent à la personne d'effectuer un débit de toux suffisant pour enlever un certain encombrement bronchique qui pourrait être présent. Par rapport à la norme, la capacité pulmonaire de la jeune femme n'est plus que de 7%, ce qui signifie que la moindre grippe, la plus petite infection pulmonaire pourrait l'emporter. Ceci est dû d'une part à la diminution de la force musculaire, donc à l'atrophie des muscles due à l'atteinte neurologique, et d'autre part à la déformation musculo-squelettique qui s'ensuit, donc des contractures tendineuses, une déformation de la colonne vertébrale qui fait que tout le volume pulmonaire est diminué, même indépendamment de la fonction musculaire à proprement parler. Dans 3 mois, la pneumologue, le neurologue et la physiothérapeute referont ces mêmes tests et feront un rapport à son assurance qui décidera si elle continue à rembourser ou non. Pour Kim, le choix du médicament a été simple. Le Zolgensma est pour les bébés, la ponction lombaire de Spinraza est trop risquée pour sa colonne fragile. Ce sera donc l'Evrysdi, le dernier des médicaments arrivés sur le marché. C'est le 25 janvier 2022 qu'elle a pu prendre sa première dose quotidienne. Il faut faire très attention. Le début est très angoissant parce que c'est un médicament très cher. Et petit à petit, on s'habitue, on se relaxe. Mais le début était un petit peu ardu. Je voulais être sûre qu'il n'y ait pas une goutte qui manque, qui tombe. On regardait ça tellement fébrilement, comme si c'était de la nitroglycérine, pour être sûr que ça ne tombe pas. Oui, oui. Pas qu'il y ait de chiens, qu'il y ait au milieu du chemin, pas de jouets. Oui, c'était un peu angoissant au début. Maintenant, avec le temps, ça fait 1 an maintenant. Et la petite dernière goutte. Tac. Voilà. Ça y est. Voilà. J'ai ressenti beaucoup d'améliorations, surtout au niveau de la respiration. J'ai d'ailleurs fait des tests pulmonaires qui ont montré qu'il y avait une amélioration. Alors, petite, mais pour moi, ça change vraiment ma vie. Et en plus de ça, je prononce mieux certains sons pour parler, articuler. J'ai retrouvé un peu de mobilité et surtout du tonus. Alors, c'est vraiment un grand changement. Pour gagner en autonomie et se connecter au monde, la jeune femme utilise les derniers progrès des outils informatiques. Elle compose et chante. Elle est aussi très active sur les réseaux sociaux et dans le monde associatif. À l'époque où il n'existait aucun traitement, les parents de Kim s'étaient-ils préparés à l'idée de la perdre? Alors, non, en fait, c'était quelque chose qui était absolument un tabou. C'est un sujet qu'on n'a jamais abordé, même entre nous. Nous sommes tous les deux des battants et nous espérons avoir transmis cela à notre fille. Toujours tourner vers l'avenir et croire en une issue favorable. Oui, toujours. Un des moyens pour Kim de se battre,
c'est de contribuer à lever des fonds pour la recherche sur les maladies génétiques neuromusculaires. Alors, je veux déjà vous remercier du fond du cœur d'être là ce soir pour le Téléthon. Des récoltes de dons des plus modestes jusqu'aux grandes campagnes relayées par la télévision. Les chercheurs qui travaillent sur ces maladies génétiques. C'est l'argent de la recherche publique et les dons de la population qui ont permis de découvrir le Zolgensma dans les laboratoires du Généton en France. Mais comme c'est Novartis qui commercialise le médicament, c'est Novartis qui fixe le prix et c'est Novartis qui gagne à la fin. Un prix tellement exorbitant qu'il est réservé aux ultra-riches ou à ceux dont l'assurance paye. Aux autres, il ne reste qu'à lancer des appels déchirants sur les réseaux pour tenter de sauver la vie de leur bébé. Ouais, ça, par exemple, t'as un enfant, t'as un père, évidemment, Alessandro Ferreira, donc je ne sais pas exactement dans quel pays, qui dans le groupe Zolgensma, mais Good evening everyone, can I get Zolgensma for free, working in any country, this is my son. Et on a un peu l'impression que ça soit un peu une bouteille avec un message jeté à la mer. Dans une grande enquête, publiée notamment par ID News et le Guardian, les journalistes Paolo Woods et Arnaud Robert ont raconté cette histoire cruelle. Il y a des enfants dans des pays où le médicament n'était pas approuvé par les systèmes sanitaires ou les assurances, et donc ça veut dire que les parents doivent eux-mêmes payer pour ces médicaments, qui est désespéré, qui font tout pour demander de l'aide, de l'argent, ça c'est un asta di beneficenza, il met en chair les bijoux des familles. N'importe quoi pour obtenir, et en même temps, chaque fois avec cette espèce de façon de montrer les médicaments, on a le médicament, et ils font des campagnes de levée de fonds, ils font des soirées, des concerts, 2 millions de dollars, euros, parce qu'aujourd'hui c'est presque la même chose, c'est pas peu d'argent, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. Le Zolgensma fait la promesse non seulement de sauver la vie des enfants, mais puisqu'il coûte si cher, puisqu'il est le produit du plus haut niveau de recherche pharmaceutique, il dit aussi en substance, par essence, qu'il est un produit miraculeux. C'est-à-dire quand les parents pensent au Zolgensma, ils ne pensent pas seulement survie, ils pensent que leur enfant redeviendra normal. Quand on crée un médicament qui se vend à 2 millions de dollars la dose, on sait que l'immense majorité des bébés appelés à mourir s'ils n'obtiennent pas cette dose mourront. C'est l'extraordinaire pari faustien du Zolgensma. C'est-à-dire qu'à un moment donné, oui, on offre une espèce d'élixir de vie, mais qui sera disponible pour une fraction de ceux qui devraient en bénéficier. Ce médicament, il pose profondément la question de l'écart entre la promesse et le réel. Ce que les mises en scène ambiguës des pubs Novartis ne disent pas, ce sont toutes les séances de physio à vie, les difficultés pour respirer ou déglutir, les nuits d'angoisse, les séjours aux soins intensifs et l'incertitude sur l'avenir, quand ces enfants auront une taille et un poids adultes. Si au moment où on pose le diagnostic, au moment où on va démarrer un traitement, l'enfant a perdu 20%, 50% de ses motoneurones, il a peut-être un petit peu de symptômes. Le pourcentage restant de motoneurones va aussi l'accompagner au fil de la croissance. Avec le traitement, on va, de façon très simpliste, on va préserver le reste de motoneurones, disons les 50% qui restent. Et ça, on l'accompagne. Comme ça. Maintenant, 50% de motoneurones, ça ne suffit peut-être pas quand il va y avoir la croissance pubertaire. Et puis tout d'un coup, au niveau de la fonction motrice, ça va moins bien. Parce qu'on a des jambes qui sont plus lourdes à bouger, on a une mécanique du corps humain qui est différente, et ce qui restait de motoneurones ne suffit plus.
Avec si peu de recul, personne ne peut prédire l'horizon de ces jeunes patients. Pour Kim, qui prend le médicament de Roche, l'incertitude est d'un autre ordre. L'assurance acceptera-t-elle de continuer à payer ? La réponse tient dans une enveloppe que la famille attend chaque année avec appréhension. Chaque année, une décision est attendue de la part de l'assurance pour savoir si le programme sera poursuivi un an de plus et plus tard également. Et c'est vrai que même si les préavis des médecins sont favorables, même si nous attendions la décision avec confiance, confiance ne veut pas dire non plus totalement sérénité. Et je dois dire que quand la décision favorable est tombée, ça a quand même été un très grand soulagement pour nous. Parce qu'il faut savoir que ce médicament, il n'est pas à la portée de toutes les bourses et de la nôtre en particulier. Nous sommes à Bâle, patrie de la pharma et d'un autre enfant touché par la SMA. Souvenez-vous, le risque d'hériter des 2 copies du gène défectueux des parents est de 1 sur 4. Dans cette famille bâloise, l'aîné, Romy, y a échappé. Pas sa petite sœur Philippa. Marianne, la maman, avait bien senti une différence pour la 2e grossesse. Oui, mais évidemment, je ne l'ai pas associé à quelque chose de négatif. Quand j'étais enceinte, elle bougeait moins dans mon ventre. C'est sûr que rétrospectivement, on comprend que c'était à cause de ça. L'accouchement aussi. Sa naissance a été très longue et difficile, alors même que c'était le 2e enfant. Elle n'arrivait pas à aider. La première semaine, juste après sa naissance, on disait qu'elle était un peu dans la lune, un peu ailleurs. Mais en fait, ça a été assez vite clair que quelque chose n'allait pas. Quelque chose ne jouait pas. Philippa aurait pu recevoir le médicament encore plus vite si on l'avait testé dès la sortie du ventre, comme on le fait pour d'autres maladies, en prélevant une goutte de sang sur le talon du nourrisson. Une des choses qu'on espère pouvoir mettre en place, c'est le dépistage néonatal de la myotrophie spinale. Ça se fait dans de plus en plus de pays, soit sous forme de projet pilote, soit de façon vraiment implémentée, comme par exemple en Allemagne. Donc de pouvoir avoir une détection très précoce de la myotrophie spinale, on espère, où l'enfant n'a pas encore de symptômes, et de pouvoir proposer un des 3 médicaments. Philippa avait à peine plus d'1 mois quand elle a reçu l'injection de Zolgensma. Mais on sait que la maladie progresse très vite. Ce n'est pas une guérison. Ce n'est pas qu'elle est devenue une enfant en bonne santé grâce à l'injection. Mais elle est vivante. Le médicament, ça lui a sauvé la vie. Mais on ne sait pas à l'avenir ce qui va se passer, si son action va durer pour toujours. C'est ce que nous a expliqué la pédiatre. C'est une thérapie expérimentale. Aujourd'hui, il n'y a pas d'enfants qui l'ont reçue et qui sont plus âgés que 5, 6 ou 7 ans, vu que c'est tellement nouveau. On n'a pas de recul, mais ça laisse beaucoup d'espoir. Peut-être qu'elle arrivera à marcher. Peut-être. Pour mettre toutes les chances du côté de Philippa, ses parents devront multiplier les rendez-vous médicaux et les séances de physiothérapie. C'est là une inégalité de plus entre pays riches et pauvres. Car il faut que le système de santé soit équipé et capable d'offrir ces prestations. Et aussi assez robuste pour les assumer financièrement. Un coût auquel les parents doivent aussi participer, évidemment. Sans compter celui de l'investissement en temps que demande la maladie d'un enfant. Le médicament qui a sauvé Philippa n'est pas produit à Bâle, mais dans la filiale américaine de Novartis. C'est là que l'enquête de Paolo Woods et Arnaud Robert les a menés. Ce qu'on a compris avec Paolo Woods quand on est allé à Chicago, dans l'usine où le Zolgensma est fabriqué,
c'est que Novartis Gene Therapies, la branche thérapie génique de Novartis, essaie de créer un know-how, une façon de faire, un protocole, une méthode, un savoir autour de la thérapie génique qui pourrait lui assurer une sorte de prévalence sur les autres géants de la pharma en cette matière. De pouvoir développer évidemment une des premières thérapies géniques au monde, cela permet aussi d'avoir une expertise dans ce domaine qui pourrait lui rassurer aussi de développer plus facilement de nouvelles molécules, de savoir comment les produire, parce qu'il y a des enjeux de production malgré tout très particuliers. Ce n'est pas du paracétamol. Nous, quand on est allé dans l'usine, on était dans des laboratoires complètement fermés, avec des scaphandres. On avait un peu l'impression d'être dans un laboratoire d'apprentis sorciers, si vous voulez. Je pense que les thérapies géniques cellulaires représentent la prochaine étape de l'innovation dans notre industrie. Nous imaginons que les indications vont aller croissant dans la prochaine décennie. Aussi, nous voulons atteindre une position de leader dans ce domaine. Dans tous les cas, nous avons déjà des retours très positifs et à long terme, nous voulons mettre en place un portfolio complet pour pouvoir le proposer à tout type de patients dans le monde. Un portfolio pour tout rafler. Imaginez la machine à cash si vous tenez les tests génétiques des futurs parents, les tests de dépistage des bébés et les thérapies qui vont avec. Ça dit tout de l'hyperfinanciarisation des pharmas qui peinent à trouver de nouvelles molécules. Elles ne font plus que racheter des brevets et des startups. On sait à quel point les thérapies géniques constituent un espoir, peut-être même un espoir de survie et de développement pour l'industrie pharmaceutique, au-delà des patients. Pour l'industrie pharmaceutique, c'est le Graal. L'idée d'avoir des thérapies géniques beaucoup plus efficaces, beaucoup plus individualisées, c'est presque le nouveau continent de la pharma. C'est un espoir qui va très au-delà de la myotrophie spinale, mais ça concernerait des dizaines et des dizaines de maladies génétiques. Donc il y a un enjeu colossal dans cette recherche. Cet enjeu colossal, c'est aussi celui de la médecine prénatale. Si une maladie est dépistée avant même la naissance, on peut traiter l'enfant déjà pendant la gestation, ce qui a d'ailleurs été tenté pour la SMA, puisque les motoneurones disparaissent déjà in utero. Il y a quelques mois, il y a eu la première publication, en tout cas à ma connaissance, d'un traitement d'une maman enceinte. Elle a reçu un des médicaments pour soigner son bébé, son futur bébé, chez qui on avait posé le diagnostic d'amyotrophie spinale. Elle avait le sirop. Elle a eu le sirop, oui, parce que ça avait été jugé par l'équipe qui l'a traité le plus sécuritaire. On avait des bonnes raisons de penser que ça allait marcher et des bonnes raisons de penser que ça allait être sécuritaire. Et en tout cas, dans la description de cette histoire, l'évolution à la fois de la maman a été bonne, elle n'a pas eu de conséquences, et le bébé va bien. Pour l'instant, ça se limite à une histoire, en tout cas publiée. Peut-être dans quelques années, on rediscutera des possibilités de traitement in utero. Chaque innovation médicale, chaque nouveau traitement sera-t-il fatalement encore plus cher que le précédent ? Quelle est la logique de cette fuite en avant qui ruine les systèmes de santé et exclut de nombreux malades ? Je dois dire qu'il y a quand même une réalité. J'ai commencé ma carrière dans l'industrie pharmaceutique et j'ai malheureusement vu combien de traitements en développement échouent et les sommes astronomiques qu'il faut investir pour avoir un traitement qui sorte et qui puisse atteindre le patient. Donc c'est difficile d'avoir une réponse catégorique par rapport à quel est le bon prix pour un médicament. Neurobiologiste, Caroline Kant a prouvé qu'il est possible de sortir de la logique du pur profit. Elle est à la tête d'Esperar, une fondation qui rachète et recycle de vieilles molécules délaissées par les pharmas. Comme notre but, c'est d'accélérer le développement de traitements pour les maladies orphelines, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y avait des pépites thérapeutiques qui étaient en fait abandonnées dans les tiroirs de l'entreprise pharmaceutique. Et nous, on a le savoir-faire de retrouver ces pépites
et de découvrir dans quelles maladies rares ces pépites pourraient être redéveloppées. Ces molécules, au potentiel jugé insuffisant par les pharmas, sont soigneusement choisies et négociées. L'équipe de la Fondation intègre dès le départ les associations de patients aux choix et aux orientations des nouvelles recherches. C'est une manière finalement de créer un modèle vertueux où tout le monde s'implique, tout le monde partage un risque, mais tout le monde aussi peut bénéficier après du succès d'un projet. Tous les bénéfices sont réinjectés dans de nouveaux projets. Un processus qui permet de mettre des traitements sur le marché au prix juste, loin de l'indécente spéculation actuelle. Ce qui est sûr, c'est que pour adresser aujourd'hui les défis par rapport à l'accessibilité éthique des traitements, on n'a pas le choix que de faire évoluer la façon dont on développe les traitements, parce que le modèle classique n'est absolument pas pérenne. On va effectivement droit dans le mur. Pour que les enfants comme Philippa qui naissent avec une maladie rare puissent espérer un traitement, il faut effectivement sortir du modèle classique. Pas seulement pour les pathologies orphelines ou négligées, mais pour toutes les grandes maladies comme le cancer qui ont besoin de thérapies géniques à des prix supportables. De leur côté, les petits patients SMA devront continuer à suivre un programme intensif pour accompagner leur croissance, avec l'espoir que les succès que permettent ces médicaments se poursuivront une fois atteint l'âge adulte. Pour nous, comme parents, c'est un peu un suivi au jour le jour. On regarde comment ça se passe et par chance, la thérapie de Philippa a permis des progrès plus grands que ce qu'on osait espérer. Mais de l'autre côté, on ne sait toujours pas comment ça va se passer avec ses poumons et avec sa capacité à tousser, à expectorer. Je crois que plus on avance avec elle, et moins on a le sentiment qu'il s'agit d'un grand drame. L'incertitude et le peu de visibilité qu'on a sur l'avenir nous rongent moins. On essaye moins de savoir si elle va atteindre certains objectifs. On a beaucoup de plaisir pour l'instant à faire des choses avec elle. Elle a du plaisir aussi. Et c'est une petite très joyeuse.